Bonjour à tous et bienvenue sur notre studio prévu justement pour CJFR 2020. Alors merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, la thématique, c'est le cancer du poumon, dépistage et intelligence artificielle. Et j'ai le plaisir de recevoir le docteur Fresh avec nous. Alors docteur, je vous laisse peut-être vous présenter en quelques mots. Donc docteur Gaël Fresh, je suis radiologue à la fois dans le service de radiologie de l'hôpital Cochin et dans le service d'imagerie médicale de l'hôpital américain. Et c'est vrai que j'ai une petite préférence pour ce qui est donc oncothoracique, puisque avec le professeur Revel et au sein de l'hôpital américain, on est en train je dirais, travailler ardemment sur le cancer du poumon et son dépistage. Très bien. Alors justement, on parle de dépistage, on a entendu l'étude Nelson, ça fait pas mal de bruit. Tout à fait. Comment est-ce que vous voyez arriver ce dépistage chez nous ? Alors, de toute façon, le dépistage du cancer du poumon, pour moi, c'est quelque chose aujourd'hui d'indispensable. Pourquoi ? Tout d'abord, on le sait très bien, l'augmentation, elle est constante du nombre de nouveaux cancers du poumon. Ce n'est que, je crois, le début d'une certaine vague, si on reste sur les thèmes un peu actuels. Pourquoi ? Parce que c'est les populations des années 50, 60 qui ont été exposées au tabac et qui, aujourd'hui, commence à développer ce type de cancer. Donc, on est vraiment au début. En 2017, c'était quand même 50 000 nouveaux cas de cancer de poumon pour 30 000 décès. C'est énorme et ça va augmenter. Donc, le dépistage, il est vraiment indispensable et le radiologue a vraiment sa place dans cette prise en charge. D'accord. Donc, il y a une forte mortalité aussi de ce que j'entends. Tout à fait, oui. Et donc, les bénéfices d'un tel dispositif ? Le dépistage, il a vraiment deux objectifs au terme propre, c'est augmenter le taux de survie. On parle de survie dans le dépistage, le nombre d'années gagnées par le patient qui est suivi pour cette maladie, et puis aussi diminuer les complications à la fois thérapeutiques et puis alléger la prise en charge. Par rapport au point de vue du patient, ça va être quoi ? Ça va être donc augmenter sa durée de vie, ce qui est déjà beaucoup, mais aussi augmenter sa qualité de vie. C'est un paramètre qui devient important. Et donc, en prenant en charge le cancer à son début, on offre aux patients une qualité de vie avec cette maladie du cancer du poumon qui va être quand même beaucoup plus acceptable, même si malheureusement, de temps en temps, l'issue est fatale. Bien sûr, bien sûr. Et alors, on sait bien que mettre en place un dépistage, c'est un projet très ambitieux. Aujourd'hui, quelles difficultés on voit plus ou moins dans sa mise en place ? C'est vrai que le dépistage a plusieurs difficultés. Pour moi, c'est vraiment tout ce qui est la mise en place, c'est-à-dire la conception et la création de ce qu'on appelle la filière du dépistage pour le patient, c'est-à-dire l'organisation à la fois de la publicité, de l'expliquer aux patients, de mettre en place aussi toutes les recommandations et créer une filière complète. C'est-à-dire que ça passe à la fois par le médecin généraliste jusqu'au chirurgien. Donc, tout le monde dans cette filière doit être bien organisé, tout doit être bien organisé. Et donc, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on choisit pour le cancer du poumon un dépistage organisé comme pour le cancer du sein, très contraignant sur le plan organisationnel, ou est-ce qu'on choisit un dépistage, on va dire, individuel, un patient quelconque, c'est la population générale, et puis en discutant avec le médecin généraliste, on dit, oui, vous allez faire un scanner pour rechercher ça, même s'il n'y a pas de facteur de risque. Ou est-ce qu'on choisit un dépistage personnalisé et donc on choisit une population à risque, patients ayant des expositions professionnelles ou tabagiques, et le médecin qui s'en occupe, médecin traitant, médecin référent, va dire vous avez des risques, donc je vous prescris un scanner, en tout cas je vous fais rentrer dans ce dépistage. Donc c'est vraiment, il va falloir choisir quel type de dépistage. Ça c'est une grosse contrainte organisationnelle. Donc oui, c'est compliqué. Ouais. Et justement, j'entends dépistage organisé, dépistage individuel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez mentionné le dépistage du cancer du sein. Ouais. Est-ce que ces autres dépistages en France ne peuvent pas finalement nous aider à mettre en place, on peut éviter peut-être certains écueils ? Tout à fait. Oui, pour revenir sur le dépistage organisé du cancer du sein, moi je trouve que c'est un modèle de façon unique en France et extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que on le sait, l'adhésion du public, donc de la population cible, elle est modérée. On dépasse rarement les 50% des patientes, enfin, la population cible, qui va réaliser son dépistage organisé. Alors, il y a d'autres dépistages individuels ou personnalisés. Je ne dis pas qu'il n'y a que 50% des femmes qui font leur mammographie, il y en a d'autres, mais c'est par un circuit annexe.
Donc, pourquoi est-ce que ces patientes, pourquoi ce dépistage organisé n'a pas autant de succès? Est-ce que c'est par une mauvaise publicité? Est-ce que c'est à la fois par une crainte de la douleur de l'examen? Malheureusement, des patientes ont eu des vécus un peu difficiles avec une mammographie douloureuse et ne reviennent plus. Ou, on le sait aussi, c'est des patientes qui n'ont aucun antécédent familial ou amical de cancer du sein et qui ne se sentent pas concernées. Donc, elles reçoivent un courrier sans réelle explication et sans management par rapport au plan médical, alors que, par exemple, pour ce qui est du dépistage du col de l'utérus par frottis, ça se fait lors de la consultation avec le gynécologue ou la gynécologue. Donc, le médecin est en discussion directe avec le patient ou la patiente et donc va pouvoir, au moment de l'examen, proposer finalement ce frottis. Donc, l'adhésion est plus importante, elle est d'environ 60%. Vous voyez, il y a quand même 10% de plus. Donc, je trouve que c'est intéressant de gommer peut-être cette erreur de laisser les patients choisir seuls, finalement, avec leur courrier, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Donc, voilà, il faut que comment dirais-je, qu'on se serve de ce dépistage organisé, qu'on l'améliore en fait, peut-être, qu'on l'améliore et qu'on fasse participer le médecin de façon plus active. Très intéressant. Donc, c'est vraiment cette notion de taux de participation aussi. Tout à fait. Et vous mentionnez tout à l'heure une sorte de filière, ouais. C'est ça. Est-ce que, alors, dans cette mise en place de ce dépistage, est-ce qu'il n'y aurait pas justement pas mal d'innovations sur laquelle on pourrait venir s'appuyer et qui pourraient peut-être aider à cette mise en place d'une filière robuste et efficace? Alors, la base pour le cancer du poumon, ça va être effectivement le scanner thoracique. Le scanner thoracique Lodo, c'est vrai qu'il a mis du temps à être validé comme référence pour ce type de dépistage. Maintenant, ça y est, c'est validé avec la fameuse étude de Nelson, comme vous l'avez dit, mais il y a même d'autres la Fleischner Society aussi, qui ont participé à montrer que le scanner thoracique a toute sa place dans la détection du nodule pulmonaire et donc ensuite le management de ce nodule. Mais l'autre paramètre qui est important, c'est la disposition du parc de scanners. En France, on est assez bien fourni en termes de scanners, donc on va dire que le problème matériel, logistique du scanner n'est pas un problème. On l'a déjà, on a l'outil. Maintenant, il faudra peut-être l'améliorer, le rendre moins irradiant, plus performant dans l'image. Ça, c'est propre au constructeur. Et l'autre chose, ça va être d'avoir des outils d'aide à l'interprétation. Aujourd'hui, pour ce qui est du nodule pulmonaire, le seul qui est reconnu, c'est un logiciel d'un constructeur américain et qui fait référence pour l'instant. D'autres produits sont en train d'arriver, entre autres ce que Incepto propose. Et c'est vraiment, je dirais, une assistance importante, une complémentarité entre le radiologue, effectivement, et les innovations technologiques et pour pouvoir améliorer en qualité, finalement, l'interprétation de ces examens. D'accord. Et alors, j'imagine qu'on parle d'intelligence artificielle, qui est un mot, un petit peu un buzzword, mais c'est l'application, notamment à VHS, qui est installée à l'hôpital américain. Est-ce que vous pouvez peut-être en dire un peu de votre utilisation, votre ressenti? Alors oui, tout à fait. Ça fait quelques semaines qu'on l'utilise en pratique presque courante. On a mis un certain temps à le mettre en place. Pour l'instant, on l'a vraiment, je dirais, réservé au dépistage du cancer du poumon. Donc, c'est vraiment une filière propre, simple, dédiée à ce genre de patients à risque de cancer du poumon. Donc, on a pour l'instant un nombre assez réduit puisque le dépistage n'est pas encore organisé sur le plan national. Mais l'outil est, pour moi, de mon point de vue personnel, mon retour d'expérience, il est très positif. Pourquoi ? Parce que le logiciel va travailler, je dirais, en totale transparence pour moi. Il est je dirais, comment dirais-je, en travail automatique. Je n'ai pas besoin d'aller le chercher, d'aller ouvrir à nouveau un module de post-traitement. Je fais moins de clics, je dirais. Il travaille tout seul et il me rapporte le résultat de façon automatique. Bon. Donc ça, je trouve que pour moi, c'est important parce que ça ne me perturbe pas mon fonctionnement d'interprétation et mon analyse. Ça vient s'ajouter dessus. Après, on l'a
j'avoue, je me suis amusé à le tester et à le mettre en défaut et à surtout le comparer à ce qui est donc le module qui est la référence pour les modules. Et je dirais que pour l'instant, il fait aussi bien. Très bien. Mais enfin, j'ai une expérience assez courte. Mais ce que j'apprécie énormément dans ce logiciel, ça va être cette espèce de travail, je dirais presque en binôme. Voilà, je travaille moi de mon côté, j'interprète mon examen, je fais ma première interprétation et le résultat, le traitement va venir s'appliquer en deuxième lecture, hein, si on veut comparer ça avec le cancer du sein. Donc je vais pouvoir me challenger avec ça et avoir une certaine sécurité après pour interpréter. Donc oui, l'IA, si on veut parler d'IA, j'y vois aussi un autre avantage, ça va être, je dirais, l'apprentissage. L'apprentissage, parce que c'est vrai que nous-mêmes, radiologues, on apprend tous les jours, médecins, on va apprendre tous les jours des nouvelles choses. Et avoir un logiciel qui est figé dans le temps avec derrière, effectivement, peut-être des mises à jour régulières, c'est pas mal, mais encore faut-il faire les mises à jour. Et je crois que l'IA n'a pas besoin, entre guillemets, de ces mises à jour. Il y a une espèce de travail autonome et on va progresser tous les deux, finalement, en même temps. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est stimulant et ça va derrière. Faut avoir comme esprit, avoir à l'esprit, le but du jeu, c'est d'assurer une qualité d'interprétation pour les patients. C'est vraiment la base. Si on n'est pas sur une bonne qualité, on prend des risques pour nos patients. Et aujourd'hui, c'est pas forcément acceptable. Les patients sont demandeurs de qualité, ils ont le droit à la qualité. Cette intelligence artificielle va nous augmenter cette qualité, va nous tirer vers le haut et on va pouvoir travailler, je dirais, en toute sécurité pour nos patients. Et c'est, je crois, le but à la fois des entreprises comme Incepto et les médecins comme nous qui cherchons à être au service de nos patients. Très, très intéressant. Donc, si je comprends bien, il y a la notion d'intégration workflow, vous avez mentionné. Il y a cette idée aussi des performances de cet outil qui sont, on va dire, dans les normes du standard de ce qui se fait déjà. Et le tout, en fait, qui vise finalement à la fois un binôme médecin-algorithme qui permet, en fait, c'est un binôme qui est vertueux, si on peut dire. Tout à fait. Qui permet d'améliorer, de continuer à se challenger soi-même et d'avoir un deuxième radiologue, un compagnon. On parlait de ça aussi, d'avoir un compagnon avec soi. Ouais. Très, très intéressant. Ok, alors est-ce que je vous propose peut-être qu'on passe, est-ce que vous voyez autre chose ou on passe peut-être aux questions? Non, on peut passer aux questions. Ouais. D'accord. Alors, côté questions, j'en vois deux. Donc, Alexia, alors, à quel horizon voyez-vous l'implémentation d'un dépistage organisé en France? Ah, bonne question. Pour ce qui est du dépistage organisé ou du dépistage dans le terme d'un plan national, il y a des paramètres sur lesquels on n'a pas forcément la main. C'est une décision presque gouvernementale, avec, on pourrait même dire présidentielle. Parce que c'est un impact sur la société. C'est-à-dire que c'est pas juste une décision médicale pour notre patient, c'est pour la société. C'est-à-dire que la France va faire un effort financier et humain pour organiser tout ça. Donc cette fameuse filière, ça demande des gens derrière tous ces patients. Il va y avoir des secrétaires, il va y avoir des médecins, il va y avoir des infirmières, il va y avoir comme une équipe assez importante, donc ça mobilise du personnel, donc il faut avoir cette disponibilité-là, et puis ça va demander des sous, de l'argent. Alors est-ce qu'aujourd'hui, avec la fameuse crise sanitaire qui a un impact économique, est-ce que ça freine pas un tout petit peu les délais? Peut-être. J'espère que ça sera le plus tôt possible. En tout cas, des outils comme UChest, je dirais, vont peut-être accélérer les choses, parce que encore une fois, c'est facile d'utilisation, pas très compliqué, je dirais, à gérer dans le sens où vous n'allez pas avoir 15 personnes derrière chaque centre de radiologie. Donc, avec peu de personnes, on va pouvoir très vite développer, étendre ce dépistage. Donc oui, ça ne dépend pas que des innovations informatiques, ça ne dépend pas que des décisions médicales, ça dépend malheureusement de décisions gouvernementales, parce que c'est
c'est la société, c'est un effort qu'on fait pour la société. Très bien. Donc, c'est à la fois une discussion, une concertation entre différents corps d'État. Et des fois, c'est ce qui prend le plus de temps. Bien sûr. Alors, une autre question, c'est quel est le frein majeur à l'implémentation de ce dépistage? Alors, le frein majeur, je ne sais pas s'il y a un frein majeur, il y a peut-être plusieurs freins. Encore une fois, comment dirais-je, pour moi, il y a un frein qui va être lié au monde médical. On parle d'intelligence artificielle, ça fait peur à certains professionnels de santé, à la fois radiologues et autres. Donc, il va y avoir tout un travail pour montrer que l'utilisation de tel outil dans le cas du dépistage, c'est une valeur ajoutée, c'est une sécurité. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut montrer de la sécurité pour le médecin, mais comme pour le patient. C'est important de dire ça parce que je me souviens quand j'ai commencé mon internat, le premier papier de bibliographie que j'ai fait, c'était sur l'analyse des micronodules. C'était une étude américaine. C'était assez drôle, c'était au début des années 2000. Il montrait que les radiologues, donc, ils testaient entre un radiologue expert et un radiologue novice, comment ils allaient interpréter ces micronodules. Et malheureusement, il y avait beaucoup de faux positifs, c'est-à-dire que des nodules étaient surdécrits. On avait tendance à surdécrire. Donc, le médecin avait, ce qui montrait, c'est que les radiologues étaient souvent pessimistes et que le moindre nodule était un cancer du poumon, enfin, pouvait être étiqueté comme cancer du poumon. Et ça, c'est pas rassurant pour les médecins qui vont ensuite prendre en charge les patients. Quand le patient va voir son médecin généraliste, va voir son pneumologue, il dit « Ah, vous voyez, c'est peut-être un cancer », et qu'en fait, ça n'en est pas un. Derrière, vous avez un patient qui est en détresse, donc une prise en charge plus compliquée. Donc, on a besoin de sécurité sur toute cette filière, et les prescripteurs, ça va être les pneumologues, les médecins généralistes qui vont, toute cette équipe qui va être derrière ces patients qui vont être dépistés, et qui vont être en première ligne avec eux, ont besoin de cette sécurité-là. Donc oui, ça peut être un frein où ils vont être réticents en disant, quand même, non, j'ai pas confiance, non, je préfère que vous alliez voir tel radiologue, parce que lui, je sais il n'utilise pas l'intelligence artificielle, il n'utilise pas ces outils-là, et j'ai confiance en lui. Alors, à nous de faire la publicité, entre guillemets, de ces outils, de ce dépistage, de montrer que c'est valable. Donc, il y a un petit frein là-dessus, je dirais. L'autre frein, c'est peut-être l'appel à le développement de ce type d'outils, en tout cas de dépistage, à toute la population des radiologues. Parce qu'il y a les gros groupes comme l'hôpital américain, où c'est vrai qu'on travaille avec un service vraiment informatique à tous les niveaux. On a une infrastructure énorme qui est très réactive, donc je dirais assez pratique, assez facile, mais vous avez des petits cabinets où là, ça va être plus compliqué à mettre en place. À l'opposé, vous avez à l'hôpital Cochin, on travaille énormément aussi sur la mise en place de ce dépistage. Donc, c'est la PHP, une grosse unité. Ça a ses avantages et ses inconvénients, c'est très gros. Mais voilà, ça peut être aussi un frein sur la mise en place parce qu'il faut que ça soit diffusé au plus grand nombre. La mammographie, ça a mis du temps à se mettre en place, que tout le monde soit, tout le parc, je dirais, soit mis en place. Ouais. Très intéressant. Donc, ça retient bien ces deux freins. Alors, je vois une question d'Antoine. Dans le dépistage, quel rôle pour le radiologue, le pneumologue ou le généraliste? Eh bien, encore une fois, ça va dépendre du choix du dépistage qu'on va faire. Si c'est sur un dépistage organisé comme le cancer du sein, ça va être un courrier envoyé aux patients, je dirais presque cible pour le coup, et ils vont, de leur propre chef, aller faire leur examen ou pas. Donc, je dirais qu'on risque de se retrouver dans la même situation avec environ 50% de la population cible qui va venir faire son examen. Donc, on va avoir des ratés. Si on choisit un dépistage plus personnalisé, c'est-à-dire que c'est un peu sur le modèle qu'on va choisir, c'est-à-dire des patients à risque, on va commencer par les patients à risque, donc les patients tabagiques, les patients qui ont des expositions professionnelles, donc qui ont un risque assez élevé, et bien alors ça va être à la demande des cliniciens, donc ça peut être tout à fait le médecin généraliste ou le médecin référent, ou le pneumologue, lors d'une consultation, écoutez, vous avez quand même des facteurs de risque, il y a un programme de dépistage, je vous fais la prescription de ce scanner de dépistage.
Et donc, le patient va rentrer dans cette boucle via le médecin. Et je pense que c'est peut-être la meilleure solution parce que le patient va comprendre pourquoi est-ce qu'il fait cet examen et qu'est-ce qu'on en attend. Oui. Donc, c'est assez… à mon sens, je pense que ça sera la meilleure solution. Et surtout, ça va permettre, alors soit comme pneumologue ou généraliste, d'être au courant de ce qui se passe et vraiment d'un travail d'équipe. Cette fameuse filière que je vous disais, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas être chacun dans notre coin. Il faut que toutes les spécialités soient communiquent ensemble et de façon la plus harmonieuse possible. Très intéressant. Donc, la notion vraiment de dialogue entre les différents praticiens pour prendre en charge, mettre en place cette filière de dépistage. Alors, je vois qu'on n'a pas forcément d'autres questions. Est-ce que vous voulez peut-être rajouter quelque chose? On a couvert plein de choses. Oui, c'est vrai qu'on parle de dépistage, donc c'est un thème un peu générique, mais si je reviens sur mon corps de métier qui est quand même radiologue, même si je m'intéresse énormément à la politique de santé pour ce qui est du dépistage, mais en termes de radiologue, dans ma pratique courante, je trouve que les outils qui sont en train d'arriver, comme BioChest, encore une fois, c'est vraiment une plus-value pour nous. Il faut le voir comme, comment dirais-je, comme quelque chose qui va nous apporter une certaine sérénité dans notre travail. Aujourd'hui, alors, c'est vrai que c'est pas trop le cas encore à l'hôpital comme la PHP, où c'est vraiment une grosse usine avec des patients de façon assez… la cadence est assez élevée, gros dossiers qui nous prennent du temps à interpréter, mais certains patients sont demandeurs d'explications tout de suite, ils veulent un résultat tout de suite. Et je trouve que les outils d'intelligence artificielle vont nous permettre finalement de gagner du temps. C'est-à-dire que gagner du temps dans notre interprétation, gagner du temps dans l'analyse de toutes ces images qu'on peut avoir, de toutes ces données, pour avoir un peu plus de temps avec les patients. Donc, il faut vraiment se recentrer sur les patients. Ils sont demandeurs d'informations. Quand vous avez un patient qui vient pour un scanner, on lui découvre quelque chose, il ne comprend pas forcément les termes qui sont sur le compte-rendu et qui doit attendre 10 jours, 15 jours d'avoir le rendez-vous avec son médecin, que ce soit son médecin généraliste ou son pneumologue, parce qu'ils sont débordés, ils n'ont pas de temps non plus pour eux, le patient il est en stress pendant tout ce temps-là. Et donc, nous, on doit se dégager un tout petit peu de temps pour informer un peu les patients, aussi peut-être travailler encore une fois sur la communication et la fluidité de l'information avec nos correspondants. Donc, les outils d'intelligence artificielle, pour moi, vont nous permettre de gagner ce temps-là et c'est un temps qui est indispensable pour les patients. Très intéressant. Ouais. Si je comprends bien, c'est l'IA qui permet de gagner du temps pour pouvoir dialoguer à la fois avec les patients et à la fois avec les autres médecins. Ouais. Très, très intéressant. Écoutez, alors, moi, si je peux juste revenir sur quelque chose, je trouve… Voilà, si je vous fais un peu le défilé, c'est de ce que je retiens, c'est il y a une population à risque, une vague d'une population à risque. On a un parc finalement qui est assez équipé. On a cette chance en France. On a le scanner low dose qui aussi arrive. On a les études Nelson qui permettent de justifier un modèle. On a pas mal d'innovations. On a cette idée de filière parce qu'on a cette expérience des autres dépistages avec des taux de participation qu'on souhaite meilleur en fait. Et on a donc l'innovation, l'intelligence artificielle qui permettrait de gagner du temps. Et donc ça ferait peut-être un bon cocktail pour aller discuter avec les pouvoirs publics pour mettre en place le dépistage. Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les pouvoirs publics, mais même pour la société, détecter un cancer au stade précoce, c'est derrière diminuer les complications pour le patient, donc une meilleure qualité de vie. Je trouve que c'est important de parler de la qualité de vie. Je travaille énormément avec les oncologues à l'hôpital Cochin et leur souci premier, c'est d'assurer une qualité de vie quand ils prennent en charge le patient. Et je trouve que c'est indispensable. Gagner 6 mois de vie, de bonne vie, entre guillemets, contre 1 an d'une vie d'enfer, quelque part, la question se pose et les patients choisissent toujours une bonne qualité de vie. Donc, si on prend le cancer le plus tôt possible, on gagne cette qualité de vie pour les patients. Donc, les patients sont gagnants là-dedans. Mais ce qu'on peut voir aussi pour la société, c'est que le traitement sera efficace, avec peu de complications, et d'ailleurs une prise en charge qui sera, entre guillemets, simple. Parce que si c'est un patient qui a beaucoup d'opérations, beaucoup de chirurgies lourdes, avec des complications post-opératoires, qui va avoir des traitements lourds, il va venir consommer, entre guillemets,
du coup, santé, il va venir à l'hôpital, il va consulter plus ces différents médecins. Donc, ça va être, pour la sécurité sociale, une charge financière importante. Donc, dépister tôt, mettre en place le dépistage, c'est un coût, et peut-être que derrière, finalement, on fera des économies. Donc, il faut y penser. Parfait. Je propose je vois peut-être une dernière question. Alors, question de Salem. Bonjour, à quelle fréquence serait réalisé le scanner sans le cadre du dépistage? Y a-t-il une place pour la radiographie standard? Alors, le plus simple, la question la plus simple, c'est la radiographie standard. Non, elle n'a aucune place là-dedans. Comme vous l'avez dit, les études Nelson, le nodule, il est infracentimétrique. Donc, infracentimétrique, ce n'est pas visible sur les radios. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Alors, peut-être qu'un jour, ça le deviendra, mais cette technologie est totalement dépassée pour ce type de nodule. Donc, c'est vraiment le scanner low-dose qui est la technologie adaptée pour ça. Donc, radiographie pulmonaire, on met à la poubelle, on ne veut pas en entendre parler. Par contre, quelle fréquence des scanners dans le cadre, je pense que c'est dans le cadre du dépistage et pas sans le cadre du dépistage, ça va être à déterminer. Est-ce que c'est tous les 2 ans, comme le cancer du sein? Est-ce que c'est tous les ans? En fait, malheureusement, comme il y a quand même une population de cancer du poumon assez variée, ils ne sont pas tous, il n'y a pas qu'un cancer du poumon, il y en a malheureusement plusieurs, on risque d'aller vers une fréquence annuelle. Vous allez me dire, oui, mais ça fait beaucoup d'irradiation, beaucoup de coûts. Non, le scanner low dose n'est pas si irradiant que ça. Donc finalement, si on améliore encore un peu plus de la part des constructeurs cette irradiation, on la baisse, on améliore la qualité de l'image, on va pouvoir avoir une irradiation acceptable. Donc la question de l'irradiation ne se posera pas. Après, ça va se poser la question du coût. C'est sûr qu'une radiographie pulmonaire est moins chère qu'un scanner. Mais est-ce qu'il faut attendre qu'on ait une masse de 10 cm vue à la radio pour dire « Ah, monsieur, vous avez peut-être un cancer du poumon » ou un scanner qui coûte un petit peu plus cher, mais on va le détecter tôt. Moi, je pense qu'il faut prendre le scanner et peut-être le faire tous les ans. Très bien. Donc, encore une fois, on retrouve cette notion de qualité de vie. Tout à fait. Je pense qu'on peut conclure avec cette idée de dépistage, qualité de vie. Ouais. C'est ce qui sous-tend derrière. Parce que la survie, gagner des années de vie, c'est bien, mais il faut que ce soit des années de vie qui valent le coup. Ouais. Bien sûr. Très bien. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Merci. Et à très vite.